Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sud Radio, présidentielle 2022. La vérité en face. Et à 9h36, la vérité en face, la France est-elle une grande puissance diplomatique? Pour en parler avec nous ce matin, François Azimret est avec nous. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes avocat au barreau de Paris, à la Cour pénale internationale, mais vous êtes aussi ancien ambassadeur des droits de l'homme et ancien ambassadeur de France au Danemark. Oui, et il y a beaucoup de questions, parce que vous pouvez nous parler de ce qui se passe en Ukraine, bien sûr. Vous êtes rendu à plusieurs reprises là-bas. On reviendra aussi sur un autre dossier, peut-être tout à l'heure en fin d'émission, puisque vous êtes l'avocat aussi de Carlos Ghosn. Donc on y reviendra aussi tout à l'heure. Mais juste avant, on va se focaliser quand même aussi avec ce que l'on vit en fait aujourd'hui, c'est-à-dire cette campagne pour la présidentielle, avec ce second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Vous connaissez bien la politique pour avoir travaillé avec beaucoup de présidents. Vous voyagez énormément à l'international. Il y a cette image aussi en fait de la France aujourd'hui avec ce second tour Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Quelle image se dégage ? D'abord, merci de m'avoir invité et je trouve que c'est une très bonne question parce qu'on se définit beaucoup dans le regard des autres et c'est vrai pour un individu et c'est vrai pour un État. Et ayant eu la chance d'être diplomate au cœur de la diplomatie française pendant 10 ans, j'ai appris à voir la France dans le regard des autres. Oui. Et le seul commentaire que je souhaiterais faire, c'est qu'on imagine mal le déclassement de la France dans le monde qui apparaîtrait si Marine Le Pen était élue. Oui. Il faut bien comprendre que la France aujourd'hui, c'est 1% de la population mondiale. 1%, c'est pas beaucoup. Mais en réalité, quand vous dites la France, quand vous voyagez et que vous dites je suis français, ça représente beaucoup plus. Ouais, en réalité, notre image de marque, la marque France, est puissante. Elle est puissante par son histoire, par sa littérature, par son apport à la civilisation et aux civilisations. Et elle est forte aussi par l'action continue de sa diplomatie. Sa diplomatie, c'est le réseau de nos ambassades et de nos ambassadeurs et de nos diplomates. C'est notre présence dans les institutions multilatérales, l'Europe, les Nations Unies, l'OSCE, mais également le Conseil de sécurité, où nous sommes très actifs. Mais également elle est puissante à travers son réseau consulaire, son réseau éducatif, son réseau culturel, les instituts français dans le monde. C'est un des tout premiers réseaux diplomatiques, consulaires et culturels du monde. D'ailleurs, oui, quand on parle, par exemple, quand on est dans une grande capitale étrangère, à l'autre bout du monde, et qu'on parle du lycée français ou du consulat français, il y a toujours une importance. Bien sûr, et la qualité d'écoute, lorsque la France s'exprime dans les instances multilatérales, aux Nations Unies, elle est différente. Pas forcément meilleure que toutes les autres, mais enfin, ça fait partie des quelques pays qui sont écoutés, qui sont suivis. Donc, autrement dit, la marque France nous situe au-dessus de ce que, quantitativement, nous représentons en termes de population mondiale. Mais ça, c'est un actif. Ça fait partie du patrimoine des Français. C'est pas du pouvoir d'achat au sens où on l'entend, mais c'est du pouvoir d'influence de la France. Et notre place dans l'Europe, notre place dans le concert des nations, dépend évidemment du résultat de ces élections qui seront très suivies. Pardon, je vous coupe. Est-ce que ça veut dire que l'incarnation, que ce soit d'un côté Emmanuel Macron ou de l'autre côté Marine Le Pen, peut insuffler un vent nouveau ? Oui, évidemment. Et je pense que j'essaie d'imaginer, si Marine Le Pen était élue, les conséquences à la fois sur l'Europe, sur la situation en Ukraine. Mais je me demande même si ce ne sera pas une occasion pour certains de remettre en cause la légitimité de notre rôle de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourquoi ? À quel titre ? Parce que après, c'est la démocratie qui s'exprime aussi. De ce qui apparaît à certains comme un privilège, je dis bien que ça, qui apparaît à certains depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Autrement dit, il y a eu une photographie de l'état du monde à la fin de la Seconde Guerre mondiale qui se reflète aujourd'hui dans les institutions. Et nous n'avons aucun intérêt à ce qu'aujourd'hui, on ouvre le débat en disant mais pourquoi la France et pas l'Allemagne, pourquoi la France et pas l'Europe, pourquoi la France et pas d'autres, vous voyez, deviendraient membres du Mais il y aurait un risque, selon vous, François Azimret, que effectivement cette place de la France serait remise en question si Marine Le Pen... Je pense en tout cas que le débat sera ouvert, bien sûr. Oui, bien sûr, parce qu'on...
Bien sûr. Quelle image on a d'ailleurs de Marine Le Pen à l'étranger? Alors évidemment, ça dépend des pays, de là où on se situe, quoi, mais globalement. Écoutez, d'abord, comme vous le dites, ça dépend des pays. Et dans les pays, ça dépend des personnes. Mais de façon générale, ce n'est pas l'image d'un homme d'État, d'un homme ou d'une femme d'État. Et à rebours, j'ai vu de l'extérieur l'élection du président Macron, qui était c'était un peu un phénomène comme le Obama français. Enfin, ça a été pour la France et pour notre image. Et là, je ne juge pas de la politique intérieure. Bien sûr. Ça a été un atout d'image considérable. Et je pense qu'il faut l'avoir à l'esprit. C'est très important parce que ça fait partie des éléments d'appréciation qu'il est important d'avoir à l'esprit avant de prendre une décision aussi grave que celle de voter pour un président. Bon, surtout dans un monde en feu. Oui, non mais dans un monde en feu. Alors non mais ça c'est le premier point et merci d'y avoir répondu, François Zimret. Il y a un autre point auquel vous êtes très attaché, c'est la lutte contre l'islamisme radical, la défense en fait de la laïcité, parce qu'on rappelle que vous avez été au cœur même, lors d'attentats, c'était terroriste à Copenhague, bien sûr. Et on dit souvent aussi que le vote qui s'exprime là actuellement en France est contre cette angoisse en fait de ces montées, donc de cette peur en fait d'une dilution de la France qui n'arrive pas à répondre à l'islamisme radical. Qu'est-ce que vous pouvez apporter là en fait comme élément de réponse vous de votre côté? La France est un pays, mais c'est pas seulement un pays, c'est aussi une culture, c'est une société. Et si je ne me méfiais pas des grands mots, je dirais que c'est aussi une civilisation. Et elle s'est construite aussi avec un certain nombre de principes. Et la laïcité est évidemment un principe constitutif de l'identité française. Et cette vision du monde, cette vision de l'individu en réalité, parce que nous n'avons pas inventé les droits de l'homme, mais nous ne sommes pas pour rien dans l'invention extraordinaire de ce qu'est un individu, c'est-à-dire un être libre, affranchi des appartenances communautaires, qui est vu pour ce qu'il est, ou ce qu'elle est, mais pas à travers le prisme de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine, de son accent, de sa religion encore moins. Bref, c'est un cadeau qui a été fait à la France et au monde depuis longtemps. Et aujourd'hui, cette approche-là, cette conception-là, elle est menacée, elle est en recul, et elle est menacée sur plusieurs fronts. À la fois, bien sûr, par le front islamiste, mais également aussi par l'approche communautaire anglo-saxonne. Donc la France est un peu prise en mâchoire, comme ça, en tenaille, entre deux courants de pensée qui finalement convergent sur beaucoup de choses. Ils convergent aussi sur la criminalisation sur une forme de puritanisme aussi, criminalisation du désir, ça c'est certain. On a la rencontre de deux puritanismes. L'un très radical qui voit les femmes, et puis l'autre un évangéliste, d'autres islamistes, mais au fond qui concourent à la même chose. Ils convergent aussi sur le communautarisme, c'est-à-dire segmenter la société en catégories. Et la victime de tout cela, c'est l'individu. C'est-à-dire que c'est quasiment aujourd'hui une espèce en disparition. Il n'y a pas seulement les girafes, les éléphants, il y a aussi la personne. Et les 30% de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, ça correspond peut-être aussi en fait à ça, non ? Cette angoisse et cette vision déjà dans certains quartiers de ce communautarisme. Oui, mais pas que. Je pense aussi qu'une partie de ceux qui vont voter, je l'espère, qui vont voter dans 10 jours, le feront aussi pour défendre la France telle qu'ils ont appris. Oui, mais il y en a qui n'ont pas confiance. Oui, mais vous pouvez comprendre qu'il y en a qui n'ont pas confiance en se disant, on ne l'a pas suffisamment fait depuis des années, donc c'est pour ça. Du coup, ça devient un vote de défiance et un vote contre. Mais c'est un vote dangereux. Oui, allez, on va poursuivre avec vous dans un instant, François Zimret, et vous nous donnerez des nouvelles, notamment d'un certain Carlos Ghosn, puisque vous êtes son avocat. Restez avec nous. Si vous voulez poser des questions, vous le savez, 0826 300 300. Sud Radio présidentielle 2022.
La vérité en face. Et on va parler de la diplomatie en Ukraine, entre autres, avec François Zimrek, qui est avocat à barreau de Paris, de la Cour pénale internationale et ancien ambassadeur des droits de l'homme et de la France au Danemark. Oui, et puis dans un instant aussi, donc je le disais, de Carlos Ghosn également, puisque vous êtes son avocat. Et on voudrait savoir où on en est entre le Japon et justement et Carlos Ghosn, qui est toujours réfugié, je crois, du côté du Liban. Mais avant ça, donc évidemment, puisque sur les droits de l'homme, sur le dossier en fait de l'Ukraine, vous vous êtes rendu plusieurs fois sur place. Est-ce que la diplomatie aujourd'hui, alors qu'on est en pleine guerre là-bas avec des massacres, peut parvenir quand même à régler ce conflit? Personne ne le sait. Personne ne le sait, mais en tout cas, il faut tenter une solution diplomatique en parallèle de ce qui se fait sur le terrain et qui est très conséquent en réalité. Donc, je pense que le président de la République a bien fait de maintenir le fil du dialogue. De toutes les façons, un jour ou l'autre, il y aura une solution diplomatique, un jour ou l'autre. Oui, forcément. Et elle est ingrate, elle est difficile, elle est moralement difficile même à penser aujourd'hui, alors que le sang coule, à concevoir, alors que le sang coule. Mais elle adviendra et ça pourra passer d'ailleurs par des changements, aussi en Russie. Oui, vous croyez? Je le crois. Je le crois parce que j'ai quand même parcouru beaucoup de pays, j'ai rencontré beaucoup de situations qui présentent des analogies avec ce que l'on voit là. Et d'abord, une des leçons que m'inspire l'ensemble de ces missions, c'est que les régimes qui paraissent les plus solides, les plus opaques, les plus compacts, en réalité sont toujours traversés par des fissures qui sont de nous souvent invisibles, mais qui existent et qui ne demandent qu'à être révélées. Et donc, je sais, même si je ne les vois pas, que ces fissures existent. Est-ce que ces fissures s'ouvriront suffisamment et suffisamment rapidement? Je ne sais pas. Personne. Pour qu'il y ait un changement en fait là-bas, quoi. Oui, il peut y avoir des tout le changements. monde s'observe Je aussi. suis convaincu que ce régime, qui nous paraît très, très monolithique derrière un homme, est un régime traversé par des lignes de fracture très fortes. François Zimrek, vous qui êtes avocat à la Cour pénale internationale, les déclarations qui ont été très fortes de Joe Biden, où il a parlé en fait de crimes contre l'humanité, de génocide même là, est-ce que quand Poutine entend ça, du coup, ça ne le conforte pas dans son idée, en se disant, sinon, comment doit-on les prendre en fait? D'abord, Poutine n'a pas besoin de ça pour être conforté dans son idée, parce que, vous savez, quand j'étais ambassadeur en charge des droits de l'homme, je représentais donc les droits de l'homme dans l'action extérieure de la France, et je rencontrais à la fois beaucoup de victimes, mais aussi des représentants des régimes tyranniques et autoritaires et dictatoriaux. Et un trait commun que l'on sous-estime très souvent chez ceux-là, c'est-à-dire chez les représentants ceux qui incarnent ces régimes autoritaires et dictatoriaux, c'est une forme de sincérité. Ils croient ce qu'ils disent. Alors ça ne veut pas dire que ça ne les empêche pas ça n'empêche pas la duplicité et le cynisme. Et ça, on sait que c'est le cas chez Poutine. Mais je pense que on ne le comprend pas et on ne peut pas lui parler si on n'intègre pas le fait qu'il croit ce qu'il dit. Bien sûr. Il en est absolument convaincu. Sinon, il n'irait pas jusque-là. Mais est-ce qu'il y a une concertation entre toutes les diplomaties, justement, qui s'opposent permanente. Permanente, mais en même temps, ils ne sont pas complètement d'accord entre les diplomaties occidentales et c'est précisément parce que nous sommes, l'Europe, c'est quand même 27 pays, chacun a son regard. Et malgré tout, essaye de parler d'une seule voix. Donc le travail de coordination, il est permanent. Et la France joue un rôle proactif qui est considérable, qui est même disproportionné par rapport à ce que nous, encore une fois, le début de nous représentons véritablement. Quantitativement. Et c'est bien. Et c'est bien. Donc je voudrais rendre hommage à ce travail et que les Français le sachent. Ils nous font être plus que ce que nous sommes. Ils nous augmentent, pour reprendre un terme à la mode. Et c'est très nécessaire dans des moments comme celui-là. Oui. Deux mots donc de Carlos Ghosn, puisque vous êtes son avocat pour la partie conflit directement avec le Japon. Ça n'a qu'un rapport très lointain avec ce qu'on vient de dire. Ce qu'on vient de dire, mais au fond, je vois un rapport, si vous voulez. Je vois un rapport, c'est qu'effectivement, nous avons fait condamner le Japon pour violation
du procès équitable pour sa détention arbitraire par un organe des Nations Unies et ces règles internationales qui constituent la norme de ce qu'est un procès équitable, avec le droit de se défendre, le droit de ne pas être détenu arbitrairement. Eh bien, ces règles, elles doivent beaucoup à la contribution de juristes français. Oui. Donc, c'est aussi l'activisme français sur la scène internationale et dans le domaine onusien qui ont permis à ces institutions d'exister et aujourd'hui de faire condamner le Japon pour la détention arbitraire et la violation des règles du procès équitable de Carlos Ghosn. Alors, ce qui veut dire, je m'amène à une question très directe, est-ce que Carlos Ghosn sera poursuivi pour les manquements fiscaux en France ou est-ce qu'il sera poursuivi au Japon? Est-ce qu'un jour le Japon continuera ou le lâchera? Ou cédera? Je pense que le Japon, qui a subi une humiliation considérable pas simplement par le départ de Carlos Ghosn, mais aussi par la révélation de l'archaïsme de son système et de l'inadaptation de son système judiciaire à la grammaire de notre temps et aux exigences de notre temps. Et notamment cette condamnation cinglante des Nations Unies qui ont quand même enjoint le Japon de l'indemniser, carcérales, etc. Et bien sûr, et la violation du procès équitable, c'est-à-dire le fait que la procédure engagée contre lui au Japon n'est pas conforme aux standards internationaux en termes de droit de la défense, de présomption d'innocence. Et donc, vous savez, le respect de la procédure en droit pénal, pour les auditeurs, c'est un peu comme le respect de la chaîne du froid dans l'alimentation. Si à un moment on a rompu cette chaîne, on ne peut pas servir le plat à l'arrivée. Donc on ne peut pas juger et condamner quelqu'un seule solution, évidemment, sur la foi d'une procédure qui elle-même ne respecte pas les principes de base. Oui, partir comme s'enfuir comme il l'a fait, c'était sa seule solution pour avoir une justice en fait équitable. Je l'avais écrit avant, et sans savoir bien sûr qu'il allait quitter le Japon. Vous n'étiez pas dans les petits secrets, non? Non. Non, et c'est normal d'ailleurs. Il n'ait mis personne de l'extérieur, en tout cas dans le secret. Mais je l'avais écrit avant. Oui. J'étais venu à la conviction, quelques mois avant d'ailleurs son départ du Japon, qu'il ne rencontrerait jamais de vrais juges et un jugement équitable au Japon. Jamais. Donc de son côté, il a fait ce chemin et il en a tiré les conclusions. Donc, et je pense que le Japon continuera à le poursuivre d'une volonté de revanche éternelle. Par orgueil. Par orgueil, blessé. Néanmoins, ils auront beaucoup de mal à le juger, étant actuellement en dehors du sol japonais. Oui, il est toujours réfugié au Liban, en fait, c'est ça. Non, il n'est pas réfugié, il est au Liban. Il est au Liban, quoi. Merci François Zimret d'être venu ce matin au micro Sud Radio, avocat au barreau de Paris à la Cour pénale internationale, ancien ambassadeur aussi des droits de l'homme, donc, et puis ambassadeur de France aussi au Danemark. Et puis dans un instant, Valérie Expert va vous accompagner jusqu'à midi. Avant André Berkoff, elle reçoit Sarah Lelouch et l'historien Christophe Bourseillet, vous savez, sur ce livre, Le complotisme, anatomie d'une religion, aux éditions du Cerf-Réunion. On vous retrouve demain matin. Ciao, Salut. ciao.